C'est peut-être Philippe David qui est en train de passer devant nous là, non? C'est pas lui? Ah non. Non, parce qu'on parle de cloche, alors... Vous savez ce que disaient des proches sur Pâques? Vous savez ce que disaient des proches sur Pâques? Je me rappelle Noël plus. Noël au balcon, Pâques au Tiso, Noël en Espagne, Pâques au Rabanne. Oh là là. Qu'est-ce que c'est nul. Ah bah c'est du des proches, c'est excellent. C'est nul. Oh non, c'est nul. Mais dans votre bouche, ça marche pas du tout. Je sais pas pourquoi. Ah bah merci. Voilà. Non mais c'est normal, j'ai Ouais. pas le talent de des proches, attendez. Bon sang de Ah oui, c'est ça, bonsoir, c'est ça. ressaisissez-vous mon vieux. Oui, on peut pas comparer. On peut pas comparer Philippe David C'est sûr. et des proches. C'est sûr que c'est pas la même chose. Hein. Bon, les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat. Vacances de Pâques enfermées à la maison. Allez-vous supporter les vacances confinées? Et on vous attend au 0826 300 300. Vous pouvez venir témoigner, bien sûr. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où pour le moment, je dis bien pour le moment, c'est 76% de nos auditeurs qui pensent qu'ils vont supporter ces vacances de Pâques enfermés à la maison. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Jérôme Fourquet de l'IFOP qui mène l'étude Angoisse et peur prédominent chez les Français confinés pour la Fondation Jean Jaurès. C'est une étude que vous menez toutes les semaines, je crois, hein, Jérôme, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Edwige Donc, Gentil, pédiatre, sera également avec nous dans quelques minutes, dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, pour débattre également. Jérôme Fourquet, les vacances de Pâques confinées et plus largement le confinement actuel, comment les Français le vivent? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une épreuve collective qui s'impose à tous, ce confinement, mais qui n'est pas du tout vécu de la même manière ou de manière homogène dans toutes les catégories de la population. Si on prend uniquement les actifs, les gens qui travaillent, aujourd'hui, on a en gros 3/3 de Français parmi les travailleurs. On a ceux qui continuent d'aller travailler sur leur poste de travail habituel et qui sont objectivement assez exposés à des risques de contamination. Je pense notamment aux salariés de la grande distribution, mais pas seulement, au personnel médical, aux policiers, aux éboueurs ou autres. On a 1/3 des salariés qui continuent de travailler, mais depuis chez eux, qui sont en télétravail. Et puis, on a 1/3, au moment où on se parle, 1/3 de salariés qui sont à l'arrêt, chômage technique ou chômage partiel. Cette dernière catégorie va être amenée à croître au fur et à mesure des jours, quand les carnets de commandes vont se vider. La ministre du Travail indiquait qu'il y a une semaine, on était à 2 millions de salariés qui étaient en chômage partiel. Hier, elle a donné le chiffre de 4 millions. Et donc, en fonction de ces différences de situation par rapport à l'emploi, eh bien, vous ne vivez pas la même façon le confinement quand vous continuez d'aller travailler sur votre site de travail ou quand vous êtes enfermé chez vous. Et quand vous êtes enfermé chez vous, avec un lien avec votre ordinateur, avec vos collègues si vous êtes en télétravail, ou sans rien avoir à faire en termes d'activité professionnelle. Pour se projeter un peu dans la suite de votre débat, ça va jouer aussi sur les vacances de Pâques. Les gens qui vont avoir continué de travailler dans cette période très tendue vont peut-être apprécier ces vacances, même confinées chez eux. Il fera un petit peu un havre de paix, ils pourront avoir comme ça l'occasion de se reposer, de se protéger un peu de cette épidémie. Quand d'autres qui sont confinés, notamment ceux qui ne travaillent pas depuis le 15 mars, vont peut-être vivre avec un peu plus d'appréhension la poursuite du confinement, notamment en période de vacances. Ouais, et puis ceux qui vont travailler et qui ne sont pas confinés en tant que tels, eux, ils sont quand même inquiets évidemment par rapport à la situation, parce que ça peut aussi s'arrêter à un moment ou à un autre. Il y a la peur de tomber malade, j'imagine, etc., qui est très prégnante. Enfin, c'est évident, j'imagine. La peur d'être contaminé, la peur de contaminer les autres. Et puis pour ceux qui sont aujourd'hui d'ores et déjà arrêtés, il y a une vraie angoisse, pas forcément pour le coup sanitaire, mais économique. Selon que mais ça, on va en parler. Voilà. On va en parler. Non, je voulais savoir une chose quand même avant. Est-ce que le confinement fait que les Français qui sont chez eux et qui travaillent sur leur ordinateur parce qu'ils font du télétravail, comme vous le dites, Jérôme Fourquet, ou bien ceux qui n'ont aucune activité, est-ce que quand on est confiné, on se sent plus à l'abri du coronavirus ou pas? Qu'est-ce qui ressort de votre étude? Ah oui, clairement. Parmi les salariés qui continuent d'aller travailler, 75% se sentent exposés. Parmi ceux qui sont à l'arrêt ou en télétravail, c'est 35 à 38%. Donc il y a un rapport de 1 à 2. Ah ouais. Donc il y a une vraie différence lu que... entre les premières et les deuxièmes lignes, si on peut dire.
J'ai lu que l'angoisse des Français s'accentue pour ceux qui sont confinés chez eux, s'accentue en fin de journée. C'est ce que vous dites dans cette étude, c'est-à-dire? Alors là, cette étude, on l'amène auprès d'une trentaine de Français qu'on a recrutés un peu partout en France et qu'on interroge à distance, bien évidemment, sur leur vécu quotidien de ce confinement. Et ce qui ressort des conversations, des échanges avec eux, c'est que ce virus, sans jeu de mots, leur a pris la tête au sens où il occupe beaucoup leur esprit. Et cela notamment en fin de journée, pour des raisons un petit peu particulières sans doute, qui fait que voilà, quand la fin du jour arrive, eh bien il y a cette angoisse, ces bouffées d'angoisse qui remontent, cette inquiétude. Peut-être aussi c'est un moment où le train-train quotidien est un peu cassé, l'activité avec les enfants ou le télétravail pour ceux qui en ont s'estompe, et donc on a le temps de repenser, et donc il y a cette inquiétude qui remonte, sans doute aussi en lien avec la consultation des médias qui se fait sans doute peut-être un peu plus le soir. Et quand on voit le bilan de la journée... Oui, puis il y a les annonces du directeur général de la santé, les annonces macabres tous les soirs à la même heure, vers 19h30. Voilà. Et donc tout ça crée ce climat. Mais ce climat, il est un peu continu, avec un pic apparemment d'inquiétude ou de prise de conscience plutôt en fin de journée. Ouais, je voyais aussi, Jérôme Fourquet, que l'angoisse se traduit par l'envie de nettoyer tout et tout le temps et à tout va, quoi. Hein, les poignées de porte, tout désinfecter tout le temps. Alors, là aussi, ça dépend. Tout le monde ne vit pas le confinement de la même manière. On a des gens qui sont plutôt dans le relâchement total, et puis d'autres qui, à la fois pour s'occuper, mais aussi parce qu'ils sont un degré d'inquiétude particulièrement fort, eh bien, transforment leur maison en espèce de petit laboratoire qu'il faut briquer H24. Donc on a des verres vacuum sur les gens qui nettoient, désinfectent leurs chaussures après chaque sortie dehors, qui enlèvent et qui les emballages des produits alimentaires, qui nettoient très consciencieusement tous les fruits et légumes avant de les ranger au frigidaire, etc., etc. Donc il y a différentes situations, mais manifestement, on a des chiffres qui sont massifs. Une autre enquête nous disait que plus de 80% des Français sont inquiets par le fait de perdre éventuellement des proches dans le cas de ces épidémies, 80%, et 60%... Oui, il y a cette peur de la mort en fait, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et 60% disaient qu'il leur arrivait régulièrement de temps en temps à penser à la mort pour eux-mêmes. Et donc, quand on arrive à des taux aussi élevés, le président de la République a utilisé la métaphore d'une guerre. Eh bien, je pense qu'il y a assez peu de cas, hormis justement ces périodes de guerre, où vous avez plus de la moitié de la population qui pense être menacée dans sa vie même. Hein. Et donc on est dans un moment qui est quand même très très particulier. Ouais, très particulier, vous avez raison. Tiens, Chloé Nabédian, vous, ce confinement, il se traduit comment chez vous? À part le travail, vous nous parliez de vos activités tout à l'heure, la préparation de vos petites chroniques, mais au-delà de ça, ça se traduit comment? Est-ce que vous désinfectez tout le temps, partout, etc., toute la journée? Est-ce que vous êtes angoissé? Racontez-nous un peu. Alors non, je ne suis pas tombée dans l'extrême à faire le ménage tout le temps. En revanche, moi qui ne suis pas de base une grande fan du ménage, je me suis quand même surprise à le faire spontanément dès les 2 premiers jours du confinement. Effectivement, je pense que ça me rassurait. Et, non mais c'est bien parce que ça a du bon pour votre couple. J'imagine, je serai à la place de votre cher et tendre. Je serais très content d'avoir une femme qui fait le ménage. Ah ben oui, ça m'est venu spontanément alors que vraiment c'est pas mon truc à la base. Donc je pense que ça a eu du bon. Bravo, quelle évolution. Bravo. Ah oui, c'est une grande évolution. Et c'est vrai que je suis devenue un peu psychopathe avec tous les gels hydroalcooliques. Dès que je fais quelque chose, à chaque fois, je me remets du gel, je me lave les mains extrêmement souvent. Elles deviennent très sèches. Ça se boit pas, hein, je le dis au passage, ça se boit pas le gel, hein, attention. Hein. Voilà. Non, parce que on sait jamais. Ça sent le vécu, Christophe. Non, pas du tout. Pas du tout. Faut tuer les microbes avec du rhum, mon cher, d'accord? Oui. Mais en petite dose quand même, hein, faut pas exagérer. Hein. Ou un whisky, le cas échéant, bon voilà. Ah oui. C'est pas mal, ça nettoie. Oh, bah ça nettoie. Ça nettoie bien. Et sinon, je me surprends effectivement à pas du tout sortir. C'est ce qui m'est arrivé pendant une semaine où j'avais fait vraiment aucune sortie du tout. Et finalement, ça a créé un petit cocon à l'intérieur de l'appartement, dans cet espace qu'on a, où même le fait de sortir à l'extérieur ne devient plus forcément indispensable. Alors que je me sentais vraiment enfermée au tout début. Donc on voit qu'il y a aussi cette phase d'acceptation finalement qui est en train de se mettre en place. C'est vrai. Philippe David, et vous, comment ça se traduit?
Oh ben, ça se traduit, je trouve ça assez, c'est très intéressant ce qu'a dit Jérôme Fourquet, parce qu'on a un nourrisson dans la famille depuis quelques semaines. Et, je croyais que c'était vous, j'ai eu peur. Non, c'est pas moi, c'est ma belle-fille qui a eu un petit bébé il y a 1 mois et demi. Non, mais comme il n'a pas de cheveux, on a l'impression que c'est un vieux bébé. Bon, enfin, excusez-moi, un bébé qui a une barbe comme ça, faut l'amener voir un endocrinologue, hein, parce que là, il y a un sérieux problème. C'est vrai que maintenant, vous avez la barbe, oui, c'est vrai. Et donc, les bébés ont des angoisses vespérales le soir. Et quelque part, peut-être que c'est un peu dans ce monde anxiogène qu'on revient un peu à l'angoisse du soir, l'angoisse vespérale qu'on avait quand on avait que nos instincts grégaires de bébé. C'est ce que je trouve. Je sais pas si Jérôme Fourquet en a parlé avec des psys, mais moi, j'ai tout de suite tilté en pensant ça, Jérôme. C'est une piste intéressante, effectivement, à creuser. Et typiquement, des types de comportements ou de réactions, comme on disait tout à l'heure, qui sont très particuliers dans cette épreuve que la société française traverse, qui fait ressortir ou remonter à la surface des choses parfois assez insoupçonnées. Bah oui. Tiens, venez nous dire 0826 300 300 comment vous vivez ce confinement justement. On vous attend, vous êtes les bienvenus dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, je le rappelle. Mon cher Philippe Binger, vous le vivez comment vous ce confinement? Est-ce qu'il y a des moments c'est un peu angoissant ou pas? Alors j'ai beaucoup aimé les angoisses vespérales du nourrisson de Philippe David. C'est tout simplement les coliques chaque soir. Hein. Bon d'accord. Non, c'est pas que des coliques. Non. C'est déjà il a un nourrisson qui est déjà un métaphysicien. Mais peu importe. Non mais Christophe, sérieusement, j'avais déjà évoqué à quel point le confinement, comme l'a dit Jérôme Fourquet, pour certains était un confinement de privilégier ceux qui avaient la chance de travailler chez eux. Et donc à partir du moment où on parvient à créer dans ce confinement une structure qui reste identique et qui par exemple pour l'essentiel de la semaine vous fait travailler comme j'ai le plaisir de le faire, après avec une fin de semaine qui constitue un repos, on n'est pas réellement désarmé ni déstabilisé. Moi, la seule inquiétude que j'ai, presque une angoisse, c'est l'incertitude sur le futur. C'est-à-dire qu'au fond, je pense beaucoup au moment où on ne sera plus confiné. J'espère que nous aurons une date, même si je conçois tout à fait que le déconfinement sera opéré de manière successive. C'est un peu cette incertitude-là qui me pointe, c'est la seule, sinon je vais très bien. J'aime bien quand vous êtes aussi long que notre amie Christine Bouillot. J'adore ces moments-là. Oui, mais non, c'est bien. Mais c'est bien. Mais bien, dans la mesure, j'ai carrément fait dans mon intervention, j'en ai cumulé 2, mon cher Christophe. Oui, c'est ça. c'est comme les angoisses vespérales et les coliques, ça cumule. Voilà, c'est ça. Jérôme Fourquet, c'est intéressant ce que dit Philippe Binger parce que effectivement les questions liées à l'avenir, l'emploi, l'économie, ça stresse beaucoup les gens chez eux. Hein. Oui, effectivement. Donc il y a l'angoisse immédiate, la peur de l'épidémie, la peur du virus, mais très vite. Et cet outil d'analyse, on l'a mis en place il y a 15 jours maintenant, et dès la première semaine du confinement, on voyait qu'il y avait beaucoup de questionnements et beaucoup d'inquiétudes sur les perspectives économiques et les conséquences économiques et sociales de tout cela, à la fois pour soi-même, mais aussi pour la société française d'une manière générale. Et donc, même si le gouvernement fait assaut de propositions et de promesses assez rassurantes sur les crédits qui seront et les facilités de paiement qui seront accordées aux entreprises, la mise en place d'un guichet de chômage partiel massif, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes chez de nombreux Français. Et là aussi, on retrouve des inégalités derrière ce confinement qui est présenté comme quelque chose de général et qui s'applique homogènement à tout le monde. Selon que vous soyez fonctionnaire ou salarié d'un grand groupe, vous vous dites que vous retrouverez votre emploi et votre paye à l'issue de ce confinement, quelle que soit sa durée. Si vous travaillez dans des petites structures ou, a fortiori, si vous êtes indépendant, là, souvent, on ne voit pas la chose de la même manière. Et puis, dernière catégorie d'actifs, les intérimaires, qui, eux, ont été les premiers à être mis à l'arrêt et qui seront sans doute les derniers à être rappelés quand on refera démarrer les chaînes de production. On commencera à appeler d'abord
les salariés statutaires, les gens qui sont en CDI dans ces entreprises. Et donc, il y a une vraie inquiétude sur ce que ça va donner et comment un certain nombre de secteurs économiques vont traverser cette épreuve. Alors c'est vrai que bon, les intérimaires, certains intérimaires retrouvent du travail en ce moment parce que par exemple dans la grande distribution, et Dieu sait si on a besoin de la grande distribution aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui sont à l'arrêt, en droit de retrait ou malades et il faut les remplacer. Donc il y a du travail par exemple là pour les intérimaires. Et il y a aussi le fait que l'inquiétude chez les indépendants, dans les petites entreprises, etc., elle est réelle pour une raison très simple, c'est qu'on s'aperçoit que la mise en place des mesures économiques et puis la mise en place du chômage partiel est parfois beaucoup plus compliquée que ce que l'on nous dit tout en haut de l'État. Sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué avec des banques qui jouent pas le jeu, hein, notamment, et on aura l'occasion évidemment d'évoquer ce sujet très prochainement dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Notre Pâques enfermé à la maison, allez-vous supporter les vacances confinées? On vous attend 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux avec vous, mon cher Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, donc toujours voilà une large majorité de nos auditeurs qui vont supporter ces vacances de Pâques. Un petit peu moins que tout à l'heure, on passe de 80 à 72% seulement de nos auditeurs qui se disent peut-être que ça baisse va être un peu quand même d'ici quelques jours. Et oui. Bah oui. Et puis ça va être peut-être compliqué aussi parce que évidemment on va avoir pour un certain nombre d'entre nous les enfants dans les pattes et ça c'est pas de la tarte hein, évidemment parce que là pour l'instant bon il y a des cours, tout se passe bien, enfin plus ou moins bien mais ça va on va dire, mais là vacances quoi, donc s'il n'y a pas d'activité de maths, de français, que sais-je encore, ça va être plus compliqué. Edwige Antier est avec nous, elle est pédiatre. Bonsoir Edwige. Oui, bonjour. Comment elle va, Edwige Antier? Est-ce qu'elle supporte le confinement, elle? Oh, oui, très bien. Et je télétravaille avec mes petits-enfants pour aider leurs parents. Ouais. Oui, mais vous savez, le confinement, en fait, vivez-le comme une extraordinaire occasion de vous rapprocher de vos enfants. Nous sommes dans une société très collectivisée. Les enfants vont en crèche à 3 mois, à l'école à 3 ans. Ils y vont du matin jusqu'au soir. C'est la première génération qui a la cantine, le centre de loisirs, le mercredi encore le centre de loisirs. Et ils ne sont jamais avec nous. Et on rentre tard avec des transports et on leur dit vite et on les houspille. Et finalement, on ne connaît pas nos enfants. Donc, c'est vrai. Surtout, alors justement... Oui. Justement, à ce propos, j'ai envie de dire, certes, ça va être les vacances de Pâques à la maison, enfermées, confinées. Ça va pas forcément être les vacances pour tout le monde. Peut-être pour les enfants, mais pas pour les parents. Certainement pas pour les parents. Et ne le prenez pas comme ça. Dites-vous surtout, je vais me dédier à mon ou mes enfants. Parce que là, vous allez les découvrir, créer une complicité extraordinaire dont ils se souviendront toujours. Et ils le méritent bien. Vous savez, un enfant, c'est tellement extraordinaire. C'est presque votre professeur de vie. Il va à l'essentiel. Donc, c'est vous qui allez devoir vivre au rythme de vos enfants. Bah oui. Edwige Antier, les parents redécouvrent en ce moment qu'il faut justement élever ses enfants. Voilà, élever, tout est dit. C'est-à-dire, on ne les laisse pas à l'état. Non, mais je dis ça parce que c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. D'abord, au bout de 3 mois, ils vont effectivement chez la nounou. Après, ils vont à la crèche. Après, ils vont effectivement à l'école à un moment ou à un autre. Enfin, on s'en occupe plus d'ailleurs des gamins, pratiquement. On s'en occupe plus. Ils viennent des étrangers et votre ado, il s'enferme dans sa chambre avec son téléphone. Vous avez perdu votre enfant. Vous l'avez perdu. Et on est dans une société comme ça. Donc on va reprendre les choses. Moi je dis la première chose à faire les parents, c'est remettre la notion de temps dans votre maison. Parce que sinon on n'a qu'un mot tout le temps, vite. Les enfants ne lisent pas l'heure sur la box où c'est minuscule. Et même quand ils ont une montre, ils ne la regardent pas. Autrefois dans les campagnes, il y avait des pendules qui sonnaient les heures, toutes les heures, les carillons, le clocher de l'église, le coq qui chantait le matin. Le temps s'imposait aux humains. Maintenant, on a oublié le temps et c'est maman qui dit il faut se baigner, il faut dîner et les enfants repoussent, ça crée des crises. Donc vous mettez une pendule bien ronde, bien visible au mur, vous mettez un agenda, un calendrier avec le programme de chacun. Au moins,
l'enfant continuera de voir le temps comme quand il est à l'école, mais à la maison. Ouvrez vos volets, alors justement, lumière, parce que oui, non, mais d'accord, mais tout ça c'est très bien, mais quand on est parent avec des enfants, c'est pas toujours facile non plus. Il y a des moments où on se fâche un petit peu, bon voilà, déjà habituellement, et là, quand on est ensemble tout le temps, on sait bien qu'il y a des parents qui s'énervent. C'est ça le danger. C'est ça. Mais chaque fois que vous vous énervez, dites-vous, s'ils se disputent, s'ils font une bêtise, c'est qu'ils s'ennuient. L'enfant, c'est une machine à découvrir le monde. Alors évidemment, entre quatre murs, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas grand-chose à découvrir. Alors il faut que vous lui apportiez des choses à découvrir. Donc, petit déjeuner ensemble sur la table du salon pour pas les confiner en hauteur alors qu'ils ont besoin un peu de bouger. Mais voilà, on sert le matin systématiquement un petit déjeuner. Vous allez les voir arriver, les petits seront ravis, et l'ado, petit à petit, va sortir de sa chambre. Et puis ensuite, une petite révision. Donc moi, j'ai toujours été pour les cahiers de vacances, je suis toujours pour un petit cahier de vacances le matin, entretenir ses connaissances. Après, on fait une petite gymnastique avec un programme à la télé, tous ensemble, une préparation du repas, un déjeuner, un petit temps calme, mais pas des siestes où on ferme la porte. Ne leur faites pas ce coup-là. Des jeux créatifs après, de la danse. Et alors, si vous avez... Enfin bref, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. C'est pas un boulot. Non, mais c'est un vrai boulot. C'est une passion. Les enfants pour lesquels on se passionne, ce seront des enfants qui vous écouteront beaucoup plus, qui seront faciles, qui vont apprendre plus vite. Donc je parle de choses importantes. Oui, c'est pas un boulot, c'est une passion, nos enfants. Être passionnés comme quand Qu'est-ce qui ressort, Edwige Jantier, qu'est-ce qui ressort des consultations que vous faites aujourd'hui à distance? C'est ça. Alors il y a les passionnés pour qui me disent c'est un bonheur, moi, d'être avec nous, on est heureux avec nos enfants. Je dirais même qu'il y a bien un tiers et plus de parents comme ça. Après, il y a les énervés. Alors, vous avez raison, les énervés espèrent toujours pouvoir aller eux sur leur tablette, eux sur leur téléphone, et que les enfants jouent tout seuls. Le docteur, quand est-ce qu'il va jouer tout seul? Ils n'ont pas envie de jouer tout seuls, ils veulent que vous leur appreniez le monde. Donc c'est normal qu'ils... Voilà, donc ne rêvez pas, ça va être des parents énervés parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le film. Et puis après, il y a le grand risque qui me taraude en ce moment, c'est les enfants maltraités. Vous imaginez dans ce chaudron enfermé, et eux, ils n'ont personne à qui s'adresser. Mais justement, est-ce que selon vous, Edwige, il pourrait y avoir plus de maltraitance d'enfants pendant cette période de confinement? Oui, de même qu'il y a plus de violence conjugale, et c'est du même registre. Quand on est violent avec la mère, on est violent avec l'enfant et réciproquement. Donc, c'est à très haut risque là. Aussi, je dis, on doit tous être vigilants, et puis on devrait passer beaucoup plus d'annonces à la télévision pour rappeler, vous connaissez mon combat, qu'il est interdit de frapper ses enfants, des choses que pourront lire les enfants. Il faut absolument que les enfants soient avertis qu'on n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'à ce moment-là, on a une chance qu'ils profitent d'une petite sortie pour en parler, ou qu'ils profitent d'un échange avec une maîtresse, ou que s'ils subissent sans pouvoir en parler, ils sachent quand même que ce n'est pas normal et qu'on est là, la télé dit ce n'est pas normal. Moi, Edwige Jantier, je suis d'accord avec vous, évidemment. Il ne s'agit pas de violenter un enfant, mais personnellement, j'ai dû recevoir 1 ou 2 baffes quand j'étais petit. J'en suis pas mort, hein, pardon, mais ça m'a remis les idées en place. Hein. Ouais, non, pas du tout. Et ah bah si, je peux vous garantir que oui. Alors là, oui, si. Non, ça remet pas les idées en place. Sur le coup, ça arrête l'impulsion de l'enfant qui est bien obligé de se calmer par peur. Mais ensuite, ça crée des rancœurs, des tendances à être sournois parce qu'on a peur de s'en prendre une, et un manque de confiance en soi. Tout ça a été très étudié. Donc, on peut élever les enfants sans frapper. Bon, Edwige, vous restez avec nous, bien évidemment. Oui. Antenne ouverte sur Sud Radio dans les vraies voix, 0826 300 300. Vous avez la parole. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Salut Lionel de Grasse qui est avec nous. Comment ça va?
Bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous. Vous allez bien, Lionel? Ouais, ça va. Ça va bien. Ça va Pas de bien, problème. Non, Bon, la soleil, santé, tout ça. Ouais, Au soleil, bravo. Confiné au soleil, c'est pas trop dur. Hein, voilà. Oui, Il y en a c'est qui ont de la aussi pour ça, chance. c'est aussi pour ça que j'appelais. C'est sûr que concrètement, les vacances de. Alors, juste en préambule, je confirme, hein, on peut tout à fait élever ses enfants. Moi, j'ai 2 ados, 13 et 16. Tout à fait les élever sans les frapper. Hein. Il n'y a aucun problème. Ah, comment ça se Aucun passe pour problème vous alors avec eux là? Comment ça se passe pour vous avec eux là? Alors moi, j'ai dépassé le stade où les enfants sont en soif de découverte H24, hein, parce que c'est des ados. Donc, bah ouais. Si vous voulez, on l'a tous été. Ils sont en phase de découverte de la vie relationnelle. Exactement, ils sont. Voilà, c'est ça. Mais du coup, les parents, c'est exactement ça. Mais du coup, les parents sont bien moins impliqués que quand elles étaient plus petites et que c'était des petits bouts. Mais par contre, c'est sûr qu'on n'a pas. Moi, j'ai utilisé. En fait, pour tout vous dire, j'ai mis une fois une tape à ma fille parce qu'elle m'avait fait une peur bleue. Je lui ai mis une tape sur le cul, elle est tombée, elle s'est ouvert l'arcade sur une pierre. De ce jour-là, je n'ai plus jamais. Ah oui, quand même. Elle s'est fait une micro-coupure sur l'arcade, ça a saigné, parce qu'elle a trébuché quand je lui ai mis la tape sur les fesses, en fait. Elle a failli traverser la route, vraiment une peur bleue. Voilà. Et de ce jour-là, alors ça, c'est un geste de peur. Oui, c'est un geste de peur, bien sûr. Voilà, quand l'enfant manque de traverser la rue, on est saisi. C'est ça, j'ai eu la peur de ma vie, Et du coup, j'ai plus jamais touché. Et par contre, les mesures de rétorsion qu'on est capable d'imaginer, comme en fait, il faut priver l'enfant de ce qu'il aime quand il est puni, en fait, tout simplement. Et ça fonctionne assez bien. Et beaucoup de dialogue aussi, quoi. Mais c'est vrai parce que bien sûr. Avant de punir, il faut se dire ce que je lui impose ou ce qu'on lui impose. Est-ce que je peux faire autrement? Parce que punir, c'est quand même humilier. Hein. Donc on peut des fois mais on peut faire largement autrement. Hein. Oui, tout à fait. Mais après, vous savez, des mesures coercitives qui marchent extrêmement bien. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Mes filles, une fois, ont éclaté un hamac assez cher. Voilà, elles l'ont éclaté à force de sauter dessus quand elles étaient petites. Elles étaient bien prévenues, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Alors, le hamac a fini par casser. Elles l'ont remboursé en travaillant à la maison, en faisant la vaisselle. Ah bah c'est bien ça. C'est bien. Oui, et elles l'ont remboursé. Alors, non seulement elles ont compris ce que c'était que la valeur de l'argent pour commencer, parce que je les ai payés au SMIC. Hein. J'ai quand même respecté les règles du code du travail. Oui, non mais c'est bien, un bon patron. Hein. mais au noir, hein. Le SMIC au noir. Au noir, au black, mais pas grave. C'était pas déclaré, je reconnais. Mais par contre, croyez bien que ça a été extrêmement efficace, parce que 250 balles à sortir. C'est ça. Alors j'appelle ça des punitions, voyez-vous, parce que je n'aime pas le mot de punition, parce que ça tombe, l'enfant ne sait pas trop pourquoi. J'appelle ça des conséquences. C'est-à-dire qu'il y a une logique. Je suis d'accord. Alors si on est logique, ça marche. L'enfant doit sentir voilà, exactement. on est logique par rapport à son niveau de compréhension, à sa hauteur. On doit être logique. Lionel, je pense qu'il y avait autre chose qui vous énervait un petit peu là par rapport au confinement, et notamment des vacances de Pâques. Non, les vacances, non, énervé non, mais concrètement, parce que les vacances de Pâques, en fait, comme j'ai dit au standard, le truc c'est que les vacances de Pâques, c'est pas des vacances en fait extrêmement, on va dire, où on sort. Par exemple, c'est pas comme Noël ou les vacances de février où on part au ski. Les vacances de Pâques sont quand même plus calmes. Évidemment, il y a beaucoup de moments de foi. Alors ça, par contre, ça c'est un drame pour la communauté catholique, par exemple, pour la communauté chrétienne, parce qu'il y a beaucoup de baptêmes qui se font à ce moment-là, y compris des baptêmes adultes. C'est plus des moments de recueillement en fait, les vacances de Pâques. Donc c'est vrai que c'est moins gênant d'être confiné. Après, moi je plains beaucoup les gens qui sont en appartement et qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont qu'un petit balcon. Et on pense à eux. Et on pense à eux. Et comme a dit Madame, j'ai mangé son nom. Les enfants. Ouais, les enfants où il y a déjà de la violence dans les familles alors que concrètement ils sont pas confinés, c'est extrêmement complexe. J'entendais la dernière fois quelqu'un qui s'insurgeait que dans les cités les enfants étaient quand même dehors et tout. Moi je voudrais juste qu'ils se mettent un peu à leur place quoi. Concrètement quand vous êtes très nombreux dans un appartement, que déjà il y a de la violence, évidemment que les enfants ils vont descendre et évidemment qu'ils vont aller un peu sortir et s'oxygéner et on va leur dire non rentrez chez vous. Attendez, il faut aussi que ces minots ils prennent l'air un peu et qu'ils restent pas dans des ambiances délétères. Je crois qu'il faut à toute raison garder, il faut quand même faire attention un petit peu. Excusez-moi, mais j'ai vu qu'aujourd'hui le président de la République a autorisé plus de sorties quand on a un enfant atteint de troubles autistiques. On n'imagine pas la difficulté pour une maman. C'est très compliqué. Très compliqué pour les autistes. Un enfant en cas de troubles autistiques. Et donc, il a autorisé et il a bien fait. Mais alors, je voulais vous dire une petite anecdote que j'ai eue encore aujourd'hui. Vous savez, à la fin du confinement à Wuhan,
beaucoup de familles ont explosé. Beaucoup de gens ont demandé le divorce parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils n'étaient plus dans le même film une fois qu'ils étaient confinés. Bah oui. Eh bien, il y a aussi des retrouvailles. C'est-à-dire, là, j'ai une maman solo, divorcée avec son fils. Et le père pouvait confiner le fils à la campagne d'une façon agréable. La maman solo était toute seule. Or, il a repris son épouse, son ex-épouse, et il m'a dit au téléphone, vous savez, je crois qu'on a fait une erreur de divorcer, on va peut-être se remarier. Donc voilà, il y a des belles histoires aussi. Hein. Il y a de belles histoires autour du confinement. Ben voilà, merci. Au moment de cette grande peur, parce que cette maladie, quand même, elle vous étouffe, on vous menace d'une mort par étouffement. C'est pas rien, c'est horrible. Alors, si au moment de cette grande crise, on peut se remettre les petits détails de notre vie pour lesquels on se faisait des mauvais films et revenir un peu aux vrais sentiments, à retrouver la paix dans les familles, ça serait pas mal. Bah, d'ailleurs, moi, je pense à me remettre avec Binger, hein, donc, vous voyez, non, mais Christophe, c'est vrai que ça rapproche. Ça rapproche. Ah oui, Christophe, bah oui. je retrouve l'intelligente douceur d'Edwige Antier, même si je ne suis pas d'accord, surtout avec cette adorable philosophie un peu lénifiante, mais elle est très optimiste tout de même et elle nous donne de très bons conseils. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Merci Edwige Antier. Voilà. Vous vouliez parler encore parce qu'il y a un moment, vous savez, où il faut arrêter quand même. Donc, je comprends mieux pourquoi ce matin. Je comprends mieux pourquoi ce matin Patrick Roger a chanté L'été indien de Joe Dassin. C'était pour votre romance qui redémarrait. C'est ça. En fait, c'était pour ça. Bah voilà. Maintenant, j'ai la raison. Tout le monde n'était pas à l'écoute ce matin du Grand Matin Sud Radio. Non, merci beaucoup, Edwige Antier. Je le disais, évidemment, la fin de notre